Salut à tous et à toutes, c'est à nouveau Toi qui t'y connais. Aujourd'hui on va parler des films de Star Trek. Et pour ce faire, m'accompagne un spécialiste des films. Ouais, Peut-être pas des films Star Trek, mais des films en général. Des films voilà. en général. Donc un cinéphile quoi, pour parler clairement. Et donc moi ça sera pour la spécialité Star Trek. Comme ça au moins on est bon là avec cinéma et Star Trek, on va y arriver. Donc on va commencer la filmographie Star Trek par le premier film, c'est-à-dire The Motion Picture, il s'appelle pour être précis. Donc qui a été réalisé par Robert Wise. Qui a fait d'autres? Oula, très très grand réalisateur américain, Robert Wise. Alors il a tâté tous les genres, hein. Science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta, avec Klaatu, célèbre personnage de SF. Il a fait du western. Il a fait un formidable film d'épouvante qui s'appelle La Maison du Diable, La canonnière du Yangtze avec Steve McQueen, et puis surtout West Side Story et La Mélodie du Bonheur, deux comédies musicales qui sont passées à la postérité. Donc c'est quand même un très grand réalisateur hollywoodien. C'est peut-être pour ça que Star Trek, le film, est peut-être le plus cinématographique des films Star Trek du point de vue de la réalisation, quoi. Bon, ça on va y revenir après. Donc on va repasser le truc dans le contexte. En fait, donc Star Trek, ça a été, donc, comme vous le savez sûrement, une série dans les années 60, fin des années 60. Et ça a eu un succès phénoménal en rediffusion plutôt qu'en diffusion directement sur les syndications, donc les petites chaînes locales américaines. Et donc pendant longtemps, il était question, au vu du succès après coup, de faire de nouveau du Star Trek. Donc il y avait une série qui était en préparation qui s'appelait Star Trek Phase 2 en fait, donc on avait rappelé les vétérans de la vieille série et puis on essayait d'en caser des nouveaux. Ouais. Voilà, parce que Leonard Nimoy, donc Monsieur Spock, n'était pas sûr de rempiler, donc on avait déjà prévu un remplaçant éventuel. Et entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Star Wars. Et oui. Et oui. Donc forcément, c'est venu à l'idée de Roddenberry, donc le créateur de Star Trek, de plutôt que de faire une nouvelle série télé, de carrément faire la suite des aventures du Capitaine Kirk au cinéma. Et donc c'est pour ça qu'il a dû faire appel donc à Robert Wise. Roddenberry, c'est le créateur de la série Star Trek. Voilà. Mais en fait, il voulait juste faire un film et tout arrêter. En fait, j'ai lu, c'était un dernier baroud d'honneur, et puis finalement après ils ont fait toute une série de films, ils ont continué. Puis il y a eu l'autre série Next Generation, et ça a continué. Mais à la base, il voulait juste faire le film et que ça s'arrête, et puis bon. Après ça a continué, donc ça a dû suffisamment marcher pour que ça continue le film. Ah oui, il a pas mal marché au box-office. Donc parlons donc de ce premier film. Donc, oui, parce qu'il y a deux versions. Comment ça, deux versions? Ah oui, Director's Cut. Oui. Eh oui. Oui. Donc parlons d'abord de ce film. Alors sur un point de vue Star Trek, donc ce que moi j'ai à en dire, c'est que il est d'abord c'est l'histoire. C'est donc Voyager, ils vont rencontrer une sonde qui avait été envoyée dans l'espace et qui va devenir plus ou moins, je sais pas si on peut leur raconter tout. Ah, spolier le... Ouais. Bah vraiment, voilà, il rencontre une sonde qui revient, je vous dis pas plus. Et donc en gros ça reprend un épisode de la série Star Trek classique dans le scénario. Ils avaient déjà eu affaire à une sonde qui machine, donc en grosso merdo ils sont pas trop foulés au niveau du scénario. Et le gros problème c'est les personnages, puisque les personnages en fait ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Il n'y a pas la relation qui faisait tout le sel de la série dans le film. Donc pour les fans de Star Trek, on va dire que le premier film au niveau trekien, c'est pas ça. Alors après, toi qui n'es pas spécialement fan de Star Trek... Mis à part peut-être la relation que Kirk a avec son vaisseau, il est assez possessif, il supporte pas qu'il y ait un jeune commandant, c'est un peu comme sa femme son vaisseau. Oui, ça c'est pas faux. Ça c'est vrai. Par contre, l'interaction Spock-McCoy-Kirk, elle est réduite à sa plus simple expression. Ouais. Puis, bon, le film est très bien réalisé, ça c'est sûr. Mais alors c'est plus... Alors c'est long, doit durer 2h10 à peu près. Et y a des par moments c'est ennuyeux. Mais bon, c'est super bien réalisé. C'est un peu un film de SF métaphysique à la 2001, l'Odyssée de l'espace que Robert Wise a voulu faire. Alors Robert Wise c'est un très grand réalisateur, mais là il était quand même un peu en fin de carrière. Je crois que c'est un de ses derniers films qu'il a réalisé pour le cinéma. Et la science-fiction c'est peut-être pas trop son truc. À part Le jour où la Terre s'arrêta. Si, il avait fait le Mystère Andromède quelques années avant, mais c'était déjà un peu chiant. Ça lui va pas très bien, mais bon, en même temps, c'est assez beau à regarder, quoi. Les vues sur l'Enterprise quand Kirk arrive au début du film. Oui, justement, ça c'est une des longueurs. On fait bien le tour de l'Enterprise en long, alors c'est beau, travers. mais pour ceux qui connaissent la série, ça apporte rien, quoi. Pour les néophytes, oui, c'est bien. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand ils arrivent dans Voyager pendant 2 heures, tu vois que le même plan, ils avancent doucement, ça c'est très mais c'est bon, c'est très beau à regarder, voilà. C'est très bien réalisé. C'est peut-être le plus cinématographique de tous les films Star Trek, hein. Même sur le point de vue de l'image, c'est peut-être supérieur au reboot, qui est pourtant excellent, de J.J. Abrams. Ça. Bon voilà, mais bon, le film se laisse voir, mais c'est vrai que si vous commencez à regarder ce film, faut pas vous dire ah les autres vont être chiants, je vais arrêter là. Non. Oui, voilà, c'est pour ça que moi en général, il est un peu à part. Quand je montre les films de Star Trek à quelqu'un, je me garde bien de le montrer le premier. Et donc il y a deux versions.
Il y a deux Et donc, versions. alors, pourquoi il y a eu une Director's Cut? Parce qu'en fait, à l'époque, ils ont été un petit peu pressés pour le sortir au cinéma, et donc du coup, Robert Wise n'a pas pu fignoler tout ce qu'il voulait faire à l'époque. D'où l'idée de faire donc une Director's Cut. Comme vous le savez, le Director's Cut, c'est quand on demande au réalisateur en fait de Bah, faire le film, c'est le montage du réalisateur. voilà, tel qu'il voulait le faire à la base, mais que le studio ou d'autres éléments l'ont empêché. Mais ce qui est particulier en plus sur le Director's Cut de Star Trek, c'est qu'ils en ont profité aussi en DVD pour refaire les effets spéciaux. Et oui, parce qu'à l'époque, en 79, bon, c'est vrai que les spéciaux, c'était le balbutiement, quoi. Et puis, Lucas avait créé ILM, mais du côté SF, pour l'instant, ILM s'était dévolu à Star Wars. Interdit d'aller travailler sur les autres films de SF. Voilà. Après, ça changera. ILM fera d'autres films, ils seront obligés pour vivre, de toute façon. Ouais, mais au début, non. Je vous signale que Lucas avait viré un de ses directeurs d'effets spéciaux du premier Star Wars. Dijkstra. John Dijkstra. Parce qu'il avait osé aller travailler sur Battlestar Galactica. Ouais, la série télé de Galactica. Ouais. Alors attention, hein. Non, c'était... Oui, c'était Oui, Battlestar. Ouais. Battlestar Donc Galactica. voilà, donc à l'époque, les effets spéciaux, c'était pas très au point. Donc c'est en 2000, je crois, qu'ils ont refait, Ouais, un donc, truc comme ça, ils ouais. ont refait Star Trek. Donc à l'occasion de la sortie en DVD. Et d'ailleurs le problème c'est que du coup ils ont fait des effets spéciaux qui ont été calibrés pour le DVD. Et quand il s'agit de ressortir le film en Blu-ray, il s'est avéré que pour le Blu-ray bah, c'était obsolète, ça passait pas. Donc du coup c'est pour ça, et juste pour ça, que sur le Blu-ray on se retrouve avec la première version du film, donc avec le premier doublage, parce qu'il y avait aussi des scènes qui étaient rajoutées ou enlevées entre les deux montages. Et la VF a changé alors. Et la VF a changé parfaitement, et donc Et les du moins coup bien. on ne retrouve pas les bonnes voix. Pour la petite histoire, donc le Capitaine Kirk est doublé par celui qui faisait Riker dans la série télé de Next Generation. Ah ouais. Alors ça va très bien sur Riker, mais ça va pas du tout sur Kirk, à mon avis. En tout cas le doublage était meilleur la première fois. Donc voilà pour expliquer les différences. Et Robert Wise nous a quittés en 2005. Et toi, Voilà. qu'as-tu vu? Est-ce que tu as vu le premier ou le Director's Cut? Non, j'ai directement vu le Director's Cut en fait. Voilà. Parce que j'avais tous les autres films à regarder, et puis bon, j'aurais pu comparer, mais j'ai d'abord regardé le Director's Cut. Donc ouais, bah, c'est peut-être pour ça. Alors je sais pas, ils ont rajouté des scènes en plus donc, dans le montage. Par exemple, la scène où Spock pleure, elle Ouais. n'était pas dans l'original. C'est Ah, la scène vraiment à noter quoi. Bah c'est vrai, parce qu'on voit pas souvent Spock avoir des émotions aussi. Bah oui, oui, donc ça y était pas dans la première version par exemple. Mais globalement, c'est pas un film qui a satisfait tous les fans. Non, mais ce que je te dis, surtout à cause du fait qu'il n'y avait pas l'interaction, il n'y avait pas l'alchimie entre les personnages. En fait, ils subissent l'histoire, alors que d'habitude dans Star Trek, c'est les personnages qui sont plus importants que l'histoire. Et là, c'est un peu l'inverse dans ce film, donc c'est pour ça que. Dieu merci, donc, gros succès. Donc du coup, on deuxième. fait Star Trek 2. Et là, ce coup-ci, on a bien écouté les fans qui disaient ouais, c'est pas Star Trek quoi, en gros. Et donc, on a fait en sorte de revoir l'alchimie entre les personnages. Et pour se faire au mieux, on a repris un personnage qui avait été déjà utilisé dans la vieille série, dans l'épisode Les Derniers Tyrans. Donc, à savoir Khan, interprété par Ricardo Montalban. Est-ce que tu peux nous dire des trucs sur Ricardo Montalban? Non. Non. Alors, je peux te dire des trucs sur Ricardo Si, je Montalban. dans la planète des singes, le quatrième. Attends, La fin du troisième aussi. la fin où il fait, comment il s'appelle, j'oublie toujours le prénom. En haut, ça finit en haut. Ah, je sais plus là, celui qui J'ai un s'occupe trou. de César. Oui, j'ai un trou. Reynaldo, Alfredo. Non, pas Renato, c'est Cajofon. Ah, c'est un truc en haut, mais là j'ai fait honte à moi, Ah, fan de moi la Bête des aussi. singes. Armando. Non, Armando, c'est ouais, ça? Oui, je ouais. crois que c'est Armando. On va y Celui qui arriver. s'occupe de César. Voilà, de enfin, César, bref. donc le fils de Zira Cornelius. Enfin bref, et il a fait aussi L'île Fantastique, bien sûr, la série télévisée, bien sûr. Et puis il est apparu dans plein d'épisodes. Il y a l'épisode de Colombo où il fait un torero sur le retour. Et comme il y a son assistant qui l'a vu fuir devant le taureau, il le tue pour pas Et là, machiner. Mais là, il joue Khan avec sa belle perruque. Voilà. Et alors, quel est le personnage de Khan pour vous resituer? Donc, en fait, Khan, c'est un être supérieur, voilà, génétiquement modifié pour être super intelligent, Comme super nous. balèze et tout ça, comme nous deux. Et Eh oui. Faut il y a le eu des ratés par contre sur certains trucs. Voilà. Oh. Peut-être sur le physique pour ma part. Bref. Et donc, ils étaient tombés donc, dans l'épisode Les Derniers Tyrans de la série Star Trek. Sur l'USS Botany Bay, en fait, dans les années 90, donc tous ces mecs supérieurement intelligents sont partis dans l'espace parce qu'ils pensaient que la Terre n'était pas assez bien pour eux et surtout les Homo sapiens de base ne voulaient pas qu'ils prennent le contrôle. Donc ils sont partis dans l'espace et donc l'Enterprise tombe sur l'USS Botany Bay et donc fait venir Khan à bord et donc avec Kirk et Khan, je vous raconte pas, vous regarderez l'épisode. C'est le clash.
Voilà. Et donc, à la fin, donc comme Khan il veut s'emparer de l'Enterprise pour faire ses petites histoires et que forcément il va pas y arriver, donc Kirk le déporte sur une autre planète en lui disant voilà, tu te démerdes, tu vas sur cette planète et puisque tu es si intelligent, tu vas en faire une planète viable. Voilà. Bien des années plus tard, donc dans Star Trek 2, La colère de Khan, nous avons donc notre ami Chekhov qui tombe sur une autre planète qui s'appelle Ceti Alpha 5. Et donc il retombe sur Khan et ça s'est plutôt mal passé pour lui et donc il est plutôt amer le petit Khan. Donc, alors les fans de Star Trek pourront noter le petit détail qui tue, c'est que Chekhov donc tombe sur Khan et le reconnaît. Vous allez me dire, c'est normal, il l'a vu dans la série. Eh oui, sauf que non. Ah bon, sauf que non. Dans cet épisode, sauf que non, parce que non seulement il n'était pas dans cet épisode, il n'était pas dans cette saison, parce que tous les fans de Star Trek le savent bien. Donc le personnage de Chekhov, donc le russe, n'apparaît que dans la deuxième saison de Star Trek, et Khan était dans la première. Donc ils ne se sont pas rencontrés. Et en plus, donc Walter... Walter... Parce qu'il reconnaît le Botany Bay, ouais, tout de suite ça fait tilt. Mais peut-être qu'on lui a raconté. Bon, voilà, oui, on mais peut imaginer. Oui, mais alors le pire, c'est que Khan lui il le reconnaît. Ah ouais, là c'est oui. Et là ça va pas. Oui, mais ça va être supérieur. Parce qu'à la limite, Chekhov, il pouvait effectivement être au courant du Botany Bay en voyant les archives. Oui. Par contre, Khan, il dit là, Calotte, j'ignore qui vous êtes, mais vous, je n'oublie jamais un visage, monsieur Chekhov. Ah, comme il est sa net supérieur, peut-être. Eh oui, seulement il n'oublie jamais un visage, seulement il l'a jamais vu, donc le mec il soit balèze. Mais... il se fait vieux, peut-être aussi. Et donc, comme je voulais vous le dire, donc Walter Koenig, donc l'acteur qui fait Chekhov, était un grand fan de Star Trek, il est même collectionneur des figurines Star Trek, si tu ne le savais pas. Ah non. Et donc il savait pertinemment qu'il n'était pas dans l'épisode avec Khan, mais il s'est bien gardé de le dire à la production, parce qu'il se dit, eh, putain j'ai un super rôle, si je leur dis, ils vont vouloir tout changer et je vais me faire baiser. Donc du coup il a fait exprès de fermer sa gueule. Mais il était bien au courant, il savait que... Enfin bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc, pour quelqu'un qui est en dehors de Star Trek 2. Ah bah écoute, pour moi c'est un des 3 meilleurs de la saga. Déjà Super Hero 1. Ah, c'est clair. Donc l'histoire, bon on va pas spoiler, mais sur la fin ça devient vachement émouvant. Puis alors il y a une deuxième histoire qui se met en place, qu'on verra la conclusion dans le 3, c'est la planète Genesis. Oui, tout à fait. Ça, bon, on va pas trop Parce en que dire. ce qu'il faut savoir, c'est que le 2, 3, 4 forment un tout, hein, une trilogie. Une petite trilogie, on va dire, à l'intérieur de donc ils se suivent films. tous les 3 directement. Je pense que c'était voulu peut-être pour contrer Star Wars. Alors apparemment ça a été empirique, c'est-à-dire que c'était pas du tout prévu que les 3 se suivent, ça s'est fait naturellement, je veux dire. Vu la fin du 2, vu la fin du 2, c'était un petit peu, on peut pas vous le dire, mais c'est un truc super important qui se passe. Et les fans ont gueulé à l'époque, j'ai vu. Hein. Voilà. J'ai vu un article, c'était une hérésie pour les Et ceux qui suivent bien les Toi qui t'y connais savent déjà ce qu'il en est, puisque je vous en avais déjà parlé. Donc dans le Toi qui t'y connais 5, je crois. Donc c'est un très bon film de SF. Et alors on va dire un mot du réalisateur qui s'appelle Nicolas Meyer. C'est normal, il a fait le meilleur. Joli. Non, parce que Nicolas Meyer, donc à la base, il est scénariste, mais il est surtout écrivain. Il est très connu parce qu'en fait, c'est un fan de Sherlock Holmes. Il a écrit 3 romans de Sherlock Holmes. Il a écrit La solution à 7%, qu'il a adapté lui-même et qui est devenu un film qui s'appelle Sherlock Holmes attaque l'Orient Express en français. Bon, c'est un titre assez idiot. L'horreur de Whitechapel, où il fait rencontrer Sherlock Holmes et Jack l'Éventreur, ce qui est souvent arrivé en littérature. Et un troisième que j'ai ici, qui s'appelle Sherlock Holmes et le fantôme de l'opéra. Voilà, donc que j'avais acheté à l'époque. Et donc ces 3 bouquins sont durs à trouver, hein, celui-là, il a été réédité en 2010, mais il faudrait qu'il réédite les autres. Donc celui-là ça va, mais les autres c'est un peu plus Ils étaient parus chez Fleuve Noir et chez Robert Laffont, mais il faudrait penser à les rééditer. Hein, Nicolas Meyer. Donc voilà, et surtout, Nicolas Meyer a réalisé en 79, un film de SF qui est devenu culte, qui s'appelle C'était demain, où on voit l'écrivain Herbert George Wells, qui a écrit La machine à explorer le temps, La guerre des mondes, H.G. Wells. qui donc a vraiment inventé sa machine à voyager dans le temps, et qui se la fait piquer par un de ses amis, le docteur Stephenson, qui n'est autre que Jack l'Éventreur, et lui va partir à San Francisco en 1979, donc Wells il va aller le poursuivre, bon voilà, donc là ça sera l'histoire du film, je ne vais pas vous en dire plus, si vraiment vous ne l'avez pas vu, il doit être disponible en DVD chez Warner, il faut vraiment le voir, c'est un classique. Oui, ça va. Donc on a pris je pense le bon mec pour faire Star Trek, parce qu'il a apporté beaucoup à Star Trek, au point de vue des films, parce qu'il va revenir sur 2 autres films Star Trek, on va y revenir. Et d'ailleurs, comme par hasard, les 3 sur lesquels il a bossé, c'est les 3 meilleurs. Donc, ouais, voilà. surtout le 6, et on reparlera de Sherlock Holmes, parce que il y a une référence à Sherlock Holmes dans Star Trek 6, mais ça, pour l'instant, voilà. Alors, ce qu'il faut dire aussi, pour terminer sur Star Trek 2, c'est qu'il est beaucoup question de la vieillesse des personnages. Hein. Ça commence par l'anniversaire de Kirk qui se sent vieux. Et ça commence à se voir parce que William Shatner, il est un petit peu commence à prendre du bide. Hein, bon, alors il faut bien. Donc c'est un petit peu le terme sous-jacent. Et à signaler une super musique de James Horner, qui depuis a composé Titanic, Le Masque de Zorro, Avatar, tout ça.
Et à l'époque, il a quand même il a composé 2 musiques de films qui sont considérées comme ses 2 chefs-d'œuvre, donc Star Trek 2, La colère de Khan, et un an plus tard, Krull, donc, que tu as déjà Oui, chroniqué. Krull que j'ai déjà chroniqué. Chroniqué. Qui est un bon film aussi. Oui, à voir. Dans un autre genre. Voilà, c'est bon, bah c'est... Star Trek 3, Ah, la suite naturelle. Alors la Star Trek à la 3, recherche de Spock. voilà, c'est un petit peu le maillon faible, hein, c'est un petit peu mou. C'est pas le seul, mais... Comparé à Star Trek 2 qui était grandiose, le 3 est un petit peu en dessous, mais bon, il fallait en passer par là. Donc, en tant que fan de Star Trek, donc ce qu'il faut noter, c'est qu'il est réalisé par Leonard Nimoy, donc Spock, qui était du coup moins occupé dans le film, puisque voilà. Donc, du coup, il l'a réalisé. C'est pas le seul qui le fera, il fera aussi le suivant. Et la musique est toujours signée James Horner, c'est la dernière fois qu'il fait un Star Trek. On notera donc le retour des Klingons, hein, les grands ennemis de Star Trek, et c'est pas les meilleurs. non, et le chef Klingon n'est autre que Christopher Lloyd. oui, enfin martyr. Et oui, le Doc Emmett Brown de Retour Voilà, à le qu'il n'avait futur, pas encore fait à ce moment-là. le fétiche de la famille Adams, qu'on a pu revoir récemment dans Piranha 3D, voilà, et dans Roger Rabbit où il joue Le juge de mort. le juge de mort, voilà. Alors forcément on le reconnaissait pas hein, avec Grimé en Là, Klingon. Hein. Après on le reconnaît. Puis il a pas sa voix française dans la VF. Oui, puisque qu'ils lui ont comme donné je vous après. rappelle c'était avant Retour vers le futur. Hein. C'est de 83 je crois, Star Trek 3 de mémoire. 84. 84, j'étais pas loin tu vois. Et Retour à le futur c'est 85. Donc voilà. c'est un an après. Donc voilà, donc tout s'explique. Ah oui, c'est mou, hein, Star Trek 3. Oui, c'est un peu mou. Hein. Alors, Il se passe aussi un élément important dans la saga. Alors, tout ce qui concerne les Klingons, c'est chiant, quoi. On va le dire, parce que les Klingons, c'est les méchants les moins intéressants de l'univers Star Trek, je crois. Hein, c'est pas... Bah, force est de constater que dans les films, c'est vraiment pas... Et puis ils sont mal desservis, quoi. Bon, ils sont un peu bruts, tout ce qu'ils veulent, c'est... Alors, ils veulent récupérer la planète Genesis pour asseoir leur domination sur la Fédération, tout ça. Bon, donc bref. pour dire vite fait la planète Genesis, en fait c'est une bombe qui balance sur une planète morte pour la rendre vivante, quoi, pour lui donner une atmosphère à toute bastringue. C'est ça un peu Le seul truc qui est bien dans Star Trek 3, c'est tout ce qui concerne le personnage de Spock. Ce qui donne lieu à une cérémonie Vulcain à la fin, qui est très très bien, je trouve. C'est le seul, vraiment, du point de vue dramatique, c'est le seul truc qui est bien dans ce film, quoi. Le reste... Ouais, c'est mou. Puis alors, les effets spéciaux de l'époque étant très mal faits, comme c'est mou déjà la mise en scène de Leonard Nimoy, c'est vrai, il y a des séquences, ça fait dater. Hein. Ouais. Et c'est là qu'il y a et aussi non data, hein, Star Trek. c'est là qu'il y a un petit accident au niveau de la VF aussi. Tu sais, avec Kirk, monstre, je te hais. Ah ouais, je te hais, monstre. Oui, enfin, il y a un moment où le doubleur français... C'est-à-dire Ebot. On va pas vous le dire, mais bon, il met pas le ton qu'il faut à une réplique, et ça fait une réplique culte, mais involontairement comique. Ouais, c'est un peu dommage, quoi. Bon, mais ça, c'est un petit détail. Donc, voilà. C'est le coup un petit peu mou de la trilogie, et puis après, donc, Star Trek 4, qui pour la petite histoire, a été celui qui a le mieux marché à l'époque, puisqu'il a même plu à ceux qui n'étaient pas fans de Star Trek. Hein. Star Trek 4, Retour sur Terre. Retour sur Terre, tout à fait. Là, c'est Voyage Home. Voilà, The Voyage Home. Donc c'est encore Leonard Nimoy qui est devant et derrière la caméra, pour le coup. Et donc, qu'est-ce que... en fait, il voyage dans le temps, hein. Ouais, parce que... Pourquoi il voyage ? Ah oui, parce qu'il y a une sonde qui menace la Terre, qui émet des bruits bizarres, et ils analysent que c'est le chant des baleines. Et ça cause des destructions sur la planète. Et donc du coup, ils analysent que c'est le chant des baleines. Et il n'y a plus de baleines parce que l'espèce futur. humaine, c'est des enculés, ils ont tué toutes les baleines. Ouais. Alors il faut remonter dans le temps. Voilà, à San Francisco, dans les années 80. Dans les années 80. Donc du coup, ça donne des trucs croustillants. Voilà. Et il faut noter que le scénario a été coécrit par Nicolas Meyer, donc qui revient. Et alors c'est bizarre parce que ça ressemble un peu à la structure de C'était demain, le personnage de Jack l'Éventreur en moins. Il voyage dans le temps, à San Francisco, il se retrouve en... Ouais, c'est une période des années 80, il y a encore les petits hippies, les machins comme ça. Kirk, il n'y a pas une histoire d'amour, mais il y a une fille de l'époque qui est insensible à son charme. Qui tombe la gonze comme dans C'était demain, ça y ressemble quoi. Mais alors c'est plus l'aspect comique du voyage dans le temps là. C'est pas, faut pas vous attendre à un truc dramatique avec les paradoxes temporels. C'est plus une version bon enfant du voyage dans le temps. Mais le film, moi je trouve que je suis agréablement, il est même marrant. Il est mieux que le 3. Bon, c'est toujours un peu mou au niveau de la réalisation. Leonard Nimoy, c'est pas un grand réalisateur. Hein. Je vous rappelle qu'au cinéma, il a aussi réalisé le remake de 3 hommes et un couffin avec Tom Selleck. 3 hommes et un bébé. C'était lui qui l'avait réalisé. Je suis même pas sûr que je l'ai vu en fait. Et c'est pas non plus la panacée quoi. C'est peut-être un excellent acteur, mais bon, réalisateur, hein. Bon. Mais bon, Star Trek 4, moi je trouve que c'est un film, ma foi, fort sympathique. Donc forcément après on arrive au et donc sujet. Énorme succès. Peut-être parce qu'il y avait des préoccupations écologiques déjà à l'époque. Non, puis surtout parce qu'ils savaient de l'humour, tu vois. Oui, voilà, comme s'ils étaient sur Terre dans les années 80, ça faisait moins science-fiction aussi, donc ça faisait moins peur à ceux qui aiment pas la SF, parce qu'ils ont décidé que c'était de la merde sans même jamais regarder sûrement. Donc voilà, bref.
Donc voilà. Donc après on arrive au sujet qui fâche, hein, qui va un petit 3 peu, ans plus tard, parce que là c'est c'était en pareil, 86. voilà. Donc comme Spock a réalisé 2 films, Kirk a voulu en faire lui aussi. Shatner, Donc Shatner a commis, on va dire, Star Trek 5. Bon, c'est pas le pire, mais bon. Non, c'est pas le pire, mais on n'est pas loin parce que bon. bon, au niveau du scénario, en gros, c'est l'Enterprise qui va à la recherche de Dieu, donc déjà ça avec tout ce Parce qu'il y a un Vulcain, en fait c'est un méchant. En fait le méchant c'est un Vulcain. Je sais voilà. pas si c'est la Et première c'est fois le dans frère l'histoire. de Spock. C'est son demi-frère. Demi-frère, Demi-frère, oui. parce Seabock. qu'ils ont pas la même maman, je crois. Voilà. Parce que Spock a une maman humaine, lui. Voilà, donc Seabock est complètement vulcain, alors que Spock, si vous vous non. rappelez bien, est moitié homme, moitié vulcain, donc d'où le problème. Parce que sa mère était terrienne, voilà. Donc tu as raison, je pense effectivement que ça doit être la première fois. Enfin un méchant entre guillemets, vulcain, parce qu'il est pas. Il a des visées pacifistes, hein, c'est pas. Ouais, c'est pas pour dominer le monde. pour faire mal. Ouais. Alors je rappelle aussi, parce qu'on me l'a demandé récemment, la différence entre les Vulcains et les Romuliens. Alors les Vulcains et les Romuliens, c'est tout simplement le même peuple, mais qui n'ont pas la même philosophie. On va dire que les Vulcains, comme vous le savez, sont logiques, tandis que les Romuliens sont séparés des Vulcains parce qu'ils veulent vivre leurs émotions, donc ils veulent pas être coincés Donc, ils les ont virés. dans la logique. Voilà, donc c'est ces peuples dissidents, et donc du coup les Romuliens sont beaucoup plus agressifs et donc sont des ennemis de la Fédération, donc le camp des gentils, quoi, pour faire simple. Donc voilà. Donc Star Trek 5, donc il y a ça, mais il y a quand même des moments cultes que je vous ai montré donc dans le Toi qui t'y connais où j'en avais parlé, la scène du feu de camp, tout ça autour du Clair de la Lune, mon ami Pierrot. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc pour la relation du triumvirat comme on l'appelle, Kirk, Spock, McCoy, là c'est du tout bon. Par contre au niveau effectivement de l'action, il y a des Klingons qui sont là pour faire joli. Ah oui. Et voilà. Et en plus le problème c'est que Shatner à l'époque n'a pas pu avoir tout ce qu'il voulait, et il voulait un grand final avec des hommes de lave et compagnie, et on lui a pas donné le budget pour y faire et compagnie. Donc voilà, en général c'est l'opus le moins aimé, on va dire. C'est un des plus faibles, ouais. Disons que le point de départ de l'intrigue est bien, mais c'est dans la deuxième partie, c'est involontairement c'est de la comédie, quoi. Ça fait quand même rire par moments. C'est dommage, il y avait une bonne idée de départ. Et Shatner comme Nimoy n'est pas vraiment un grand réalisateur, hein. Alors comme les effets spéciaux même en 89. Alors ce qui est bien c'est quand on voit les films dans l'ordre, on voit l'amélioration des effets spéciaux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors bon, on tâtonne, et puis bon le rythme est un peu lent, quoi, par moments. Bon, on va dire que c'est moyen, on va être gentil, quoi. C'est pas le pire, moi je trouve. Mais non. C'est pas un des meilleurs. On va être gentil avec William Shatner. Hein. Voilà. Alors il a été question, figure-toi, qu'il voulait faire un director's cut du coup. Ah ouais? Mais apparemment, s'il avait pas tourné les scènes, il n'y avait pas de matériel. Oui, mais bon, apparemment ça n'a pas dû se faire, je pense, hein, mais ça en a été question. Et alors, parce que à la sortie, tous les fans ont gueulé, ont dit que c'était nul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont eu l'idée géniale de rappeler Nicolas Meyer pour le 6ème. Ouais, de reprendre l'équipe qui gagne. Ouais, en 91, Star Trek 6, Terre Inconnue. Qui n'est pas sorti au cinéma en France. Non, le 5 non plus d'ailleurs, je crois qu'il est... Ah bon? Il me semble qu'il était direct vidéo. Ah ça je sais pas, 5, mais le 6 tu m'avais dit je crois. Mais le 6 c'est clair que j'ai découvert par hasard à l'époque en vidéo club, mais il y a eu un 6 parce qu'ils avaient sorti des cassettes vidéo avec les 5 premiers. Ça, c'est honteux, ça. Alors qu'aux États-Unis il est ça sorti au faisait cinéma. l'Enterprise sur les côtés de la jaquette, donc c'était fini apparemment, et puis il y avait... Ah mais il y a un 6. Alors qu'il est sorti au cinéma aux States et qu'il avait bien marché. Ouais mais bon... Après, comme en d'habitude, et en plus c'est peut-être le meilleur. Ça va être à cause de l'insuccès du 5, alors peut-être qu'ils l'ont sorti effectivement au cinéma mais qu'il n'a pas trop marché, donc du coup voilà, je sais pas. En tout cas, pas de Cinoche pour la France, ça c'est clair. Donc Star Trek 6, je t'en prie. Va faire un petit résumé peut-être, non? Ah bah, l'histoire, l'intrigue est assez rudimentaire, hein. Donc en fait ils veulent faire la paix entre la Fédération et les Klingons en gros, et donc ils envoient un ambassadeur sur l'Enterprise pour plus ou moins traiter de faire la paix, quoi, parler. Seulement il y a des gens de toutes parts à la Fédération comme chez les Klingons qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, donc du coup ils massacrent le chancelier Gorkan, et donc du coup ils veulent faire porter le chapeau à Kirk, donc histoire qu'il y ait bien le bordel là. Et donc du coup Kirk et McCoy en punition se retrouve sur Rurapente, un goulag Klingon, voilà, donc oui, bon, ce truc. Et donc toute l'énigme va être de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'apparemment on fait croire que c'est l'Enterprise qui a tiré sur le vaisseau du chancelier. Alors, voilà. Or c'est pas le cas, parce qu'apparemment toutes les torpilles à photons sont bien là, les ordinateurs disent qu'ils ont tiré, mais eux dans les faits personne ne l'a fait, et en plus toutes les torpilles sont là, donc c'est un petit peu un mystère, donc c'est un petit peu justement un truc à la Sherlock Holmes où il va falloir savoir pourquoi, voilà. comment, de ça. Et c'est là qu'on retrouve la patte de Nicolas Meyer, parce qu'il y a toute une partie, on va dire Sherlock Holmes entre guillemets,
dans ce film, c'est où Spock est sur l'Enterprise et avec l'aide d'une de Valéris. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu une Vulcaine Saavik dans les précédents opus, mais à cause de ce qui arrive à Valéris, donc la nouvelle Vulcaine, ils n'ont pas voulu que ce soit le personnage de Saavik. Suis-je clair? Parce que je veux pas vous spoiler en même temps. Et cette Vulcaine, elle est jouée par Kim Cattrall d'ailleurs. Voilà. Je tiens à le préciser, qui joue dans la série Sex and the City et qu'on avait vu dans Jack Burton en 86. Dans les Griffes du mandarin, là. Ouais. Mais elle était mignonne à l'époque. Enfin bon, bref. Donc il y a toute cette partie où. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, dans le 6, il y a aussi un caméo d'un acteur connu. J'ai fait son nom là, celui qui est dans Roman et Moi, Prince des voleurs là. Celui qui Celui est qui est dans- Christian Slater. Christian C'est vrai, je l'avais Slater. oublié. Eh oui, oui, parce qu'il voulait absolument jouer dedans, donc à un moment il Parce réveille qu'il commençait à Sulu. être connu à l'époque et il a juste 2 secondes on le voit. Voilà, il réveille Sulu, c'est tout, mais il voulait être dedans. Moi j'ai bondi sur mon canapé quand je l'ai vu, j'ai fait tiens, Will Scarlett de Romain Desbois, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, voilà. Et pour la petite histoire aussi, il y a donc un avocat Klingon qui défend Kirk et Spock, et ce n'est autre que l'ancêtre de Worf, qu'on voit dans les Generation, et qui est joué par le même en plus, par Michael J'avais Dorn. pas fait pas attention. Ah bah tu vois, je suis venu de te le dire. Donc voilà. Heureusement que t'es là, non. Du coup tu m'as coupé. Donc, je Donc disais, du coup, il y a- Nicolas Meyer, Sherlock Holmes, tout ça, l'enquête. Voilà, donc il y a toute une partie où Spock mène l'enquête sur le vaisseau de l'Enterprise pour savoir qui est le traître, qu'est-ce qui a pu se passer, la machination, tout ça. Et à un moment, il cite même Sherlock Holmes, il dit, comme le disait un de mes ancêtres, une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste aussi improbable soit-il, ça doit être la solution. Donc, petit clin d'œil à Sherlock Holmes, et puis ça voudrait dire que du côté humain, c'est peut-être un descendant de Sherlock Holmes, Spock. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, Nicolas Meyer, il a abordé Star Trek avec Spock dans le rôle de Sherlock Holmes, donc c'est le rationaliste, le scientifique, celui qui raisonne, et puis Shatner, ça serait plutôt une espèce de Watson, un homme d'action, voilà, parce qu'il y a aussi la partie donc, où Shatner, lui, il est emprisonné avec le docteur McCoy, donc il y a 2 films en un en fait. Donc c'est très très intéressant ce film, et en plus à l'époque, il a voulu faire meilleur une métaphore politique sur les événements qui se passaient en URSS, avec Ouais, je suis du mur de Gorbatchev, Berlin, tout ça. voilà, la fin du communisme, Gorbatchev, la fin de la perestroïka, tout ça. Donc c'était un petit commentaire sur l'actualité et en fait c'était pour dire c'est la fin de la guerre froide, faut faire la paix, faut tous s'entendre et puis voilà. Il y a aussi des citations shakespeariennes. Oui parce que oui enfin 2 secondes. Gene Roddenberry il a toujours voulu faire une série, c'était pour que les hommes vivent dans la paix, dans l'harmonie, ça a toujours été ça le but de Star Trek. D'où le en brassage des ethnies Voilà. sur Enterprise. fait. Et donc tu disais. Et donc des références à Shakespeare. Vous Voilà. ne connaissez pas Shakespeare si vous ne l'avez pas lu dans l'édition originale Klingon. Oui parce qu'il y a, oui, il y a beaucoup de références. Oui. Beaucoup de références à Hamlet qui est cité plusieurs fois dans le film. Voilà. Et il y a la scène du procès du docteur McCoy et de Shatner qui est vraiment très bien, moi je trouve. Ouais. Sur la planète des Klingons là. Docteur, comment êtes-vous sur le plan médical? À part une pointe d'arthrite, ça va. Ouais, voilà. Manquez pas d'humour, docteur. Non, franchement, très bien. Et alors à noter que le chancelier Klingon qu'on voit pas longtemps, qui se fait assassiner au début du film, est joué par David Warner, Qui avait déjà joué dans le 5. qui avait déjà joué dans le 5 un rôle complètement différent, Oui. Bon. Pas grimé. mais surtout qui avait déjà travaillé avec Nicolas Meyer sur C'était Demain, vu qu'il jouait le sinistre Jack l'Éventreur du Donc, film. Voilà. On s'y retrouve. Et il était doublé par Jacques Thébault, qui n'est autre que le doubleur de Jeremy Brett qui joue Sherlock Holmes dans la série télé. On revient toujours à Sherlock Holmes quelque tu vois, part. on reste toujours un petit peu dans le truc. Et bien sûr, pour les trekkers et trekkies, dans Star Trek 6, il y a l'apparition de l'Excelsior, c'est-à-dire que Sulu, donc l'asiatique, Non, pas Sulu, hein. voilà, a été muté et est désormais le capitaine de l'Excelsior, tu vois. Et pour la petite histoire, donc George Takei, qui jouait donc Sulu, a à un moment plébiscité la Paramount pour qu'on fasse carrément une série qui s'appellera Excelsior, Ils ont pas voulu. où ouais, ses aventures. Malheureusement, ça s'est pas fait, j'aurais bien aimé moi. Et pour se consoler un petit peu, il apparaît dans un épisode de Voyager, dans lequel justement c'est Tuvok, donc le Vulcain noir qui est dans Voyager, donc, qui se rappelle non pas sa jeunesse, mais disons ses débuts à Starfleet. Et figure-toi qu'il était membre d'équipage sur l'Excelsior et qu'il était là pendant le film Star Trek 6. Oula. Et donc dans l'épisode en question qui s'appelle Flashback, tu as Genoway, donc la capitaine de Voyager, qui se retrouve dans l'esprit de Tuvok, tu vois, il se rappelle les souvenirs. Et donc du coup, elle intervient sur la passerelle de l'Excelsior au moment de l'explosion de Braxis, machin, je sais pas. Et donc en rapport direct avec Star Trek 6. Voilà, c'est ça que je voulais en retenir. Voilà, parce que pendant que Star Trek est sorti au cinéma, à la télé, il y avait Star Trek Next Generation. Next Generation, voilà. Et donc Star Trek 6, c'est le dernier film c'est avec peut-être le meilleur, moi, je trouve, franchement. l'équipe classique. Pour moi, c'est le meilleur.
C'est un des meilleurs. Moi, je vais dire. Tu préfères le 2, je sais. 2, 4, 6. Mais le 2, ouais, le 2. Le 2, parce que c'est en calme, et puis c'est c'est peut-être à cause de Sherlock Holmes. Le Kobayashi Maru. Mais après, je serais assez d'accord, le 6, j'adore aussi. Dès qu'il y a meilleur, voilà, meilleur après meilleur est parti, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Donc après, Génération, alors là, je pense que nous serons d'accord pour dire que c'est le plus mauvais, enfin le moins bon. Non, pas pour moi. Non, t'as ça l'autre. Tu sais bien, c'est le dernier, moi que j'aime pas. Ah non, mais franchement, c'est Génération. Mais pour il est moi, pas terrible. bon. Il est pas terrible. Alors Génération, l'idée, Generations. c'est Generations. Ouais. C'est donc on met en scène l'équipage de la nouvelle génération, donc Picard, Worf, tout le tralala, et ils vont quand même rencontrer Kirk, grâce au Nexus. Donc c'est un espèce de ruban intemporel dans lequel Kirk s'était retrouvé des années plus tôt, et donc du coup, en fait, tu voyages dans ta vie. Mais dans le temps, quoi, de ton enfance à ta vie adulte, il y a tes fantasmes qui se matérialisent. Mais il n'y a pas de scène de. Non, mais fantasmes, enfin tes rêves. Des rêves, calmons-nous. Voilà. Oui, par exemple, Stewart qui a toujours rêvé, Jean-Luc Picard, d'avoir des enfants, il se verra avec une famille dans le Nexus. Mais ça... Donc Patrick Stewart, pour ceux qui sont pas Star Trek, il fait aussi Charles Xavier dans les films des X-Men. Ouais, voilà. Il avait bossé aussi dans Excalibur. Ah oui, au tout début de sa carrière. Dans Dune aussi. Oui, il fait le méchant dans Complot avec Mel Gibson. Voilà, et il a fait aussi une adaptation, mais ça c'était après Moby Dick, où il faisait et oui, et c'est marrant, ça c'est important aussi pour plus tard. On en parlera dans le premier contact. Voilà. Et donc voilà, grand acteur shakespearien. Ah bah oui. Donc voilà. Donc Star Trek Génération, elle a aussi un petit peu de tout. Il y a aussi des Klingons, mais c'est la partie la plus ratée du film, comme d'habitude. C'est très chiant aussi. Alors c'est des Klingons femelles, les méchants. Hein. Oui, des Klingons, c'est ce que j'ai dit. Ah, des Klingons, oui. Et elles sont assez ridicules, il faut quand même le dire. Il y a même une scène où elles se moquent du physique des terriennes. Bon, c'est censé être de l'humour, c'est quand même lourd. Hein. D'ailleurs, le grand méchant aussi, Zoran, interprété aussi par l'excellent Malcolm McDowell. Voilà, qu'on a pu voir. Qui jouait dans C'était demain de Nicolas Meyer, le rôle de Herbert George Wells. Alors, il y a peut-être un clin d'œil dans Generations à ce film, je sais pas, parce qu'à un moment, Zoran regarde le temps qui lui reste sur une espèce de petite montre à gousset. Alors, je sais pas si c'est pour faire un clin d'œil à G. Wells, qui avait le même type de montre dans C'était demain, pour faire un petit clin d'œil à Meyer. Je sais pas, c'est peut-être exagéré. Hein. Ah, mais c'est un point de vue intéressant. Enfin bon, voilà, c'est lui le méchant de l'histoire, c'est un bon acteur, il n'y a pas de problème, mais alors l'histoire, ça c'est plat, il se passe rien, quoi. Oui, et puis encore une fois, les personnages sont pas assez fouillés, sont pas assez... Donc réalisé par un transfuge de la série Generation, qui s'appelle David Carson, qui n'a pas refait de film depuis. Je me rappelle même pas qui c'est qu'il avait fait. Donc c'est pour le signaler, hein, c'est pas non plus... voilà. Enfin, donc Génération, c'est... Il y a Whoopi Goldberg qui fait une apparition parce qu'elle joue un personnage... Parce qu'elle joue un personnage régulier dans la série Next Generation, parce que figure-toi qu'elle était grand fan de Star Trek. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que donc... c'est une Elorienne, elle, ou c'est une Vulcain? C'est une Elorienne. Et oui, comme Zoran. Voilà. Sachez pas, petite histoire, donc Nichelle Nichols, donc, qui faisait Oura. Capitaine, il va bien. Dans Star Trek, ça a donné envie à Whoopi Goldberg de faire du cinéma et d'être actrice. Donc cette actrice, le fait qu'elle ait un rôle important dans Star Trek classique. Sachez aussi que dans Star Trek classique, avec Shatner dans la saison 3, il y a un épisode où il y a eu le premier baiser interracial entre Kirk et Uhura, et ça fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Donc voilà, tout ça pour dire que Whoopi Goldberg était grande fan de Star Trek, et donc du coup elle suppliait Gene Roddenberry de lui trouver un petit rôle. Elle disait mais même pour passer un coup de balai dans l'Enterprise, je voudrais bien. Alors Roddenberry il se disait mais non, mais c'était une star, je vais pas te mettre dans ma série et compagnie. Ah oui. Et il dit, mais si. Et donc du coup finalement elle a eu le rôle de Guinan, donc qui apparaît de façon semi-régulière donc dans la série Next Gen, donc qui reprend son rôle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est barman? Elle est barman, tout à fait. À la cantine, c'est la buvette de... La PKCC, je suis partout. Non, donc voilà, c'est la barman, donc la confidente, tout ça. Donc voilà. Et Generations, donc avec la fin qui, comment dire, ça met un fin aux aventures de l'ancienne génération, et ça introduit une série, ça veut introduire la série de films qui va suivre avec le nouvel équipage. Parce que la série Next Generation s'arrêtait à ce moment-là. Ouais. Et il voulait continuer au cinéma tout en enterrant, entre guillemets, les vieux personnages de la première série des années 60. Donc. Là, vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'il y a les personnages qui sont au cinéma, c'est que leurs aventures sont terminées à la télévision. Ah oui, voilà. Donc voilà, c'est la suite. Donc ce qui fait que entre chaque film après de la Next Generation, il y a des évolutions qui sont passées hors caméra, quoi. Et donc du coup, par exemple Jordi qui a des implants pour les yeux parce qu'il y a un truc, ça on l'a pas vu, hein. C'est qu'entre deux films, on apprend que ça s'est passé, mais on ne le sait pas plus après. Alors après, très important. Alors Generations, il a quand même fait un gros succès aux États-Unis, pas en France. France ça marche pas. Ah non, de toute façon, ça fait 100 000 entrées. Il est revenu au cinéma.
Oui. Ils l'ont passé au cinéma celui-là. Ouais, ça fait Ça fait un bide, mais bon. en moyenne, ça fait 150 000 entrées en France. Ouais. Je sais que quand C'est minable pour un film de Quand je SF, sais que c'est, hein, quand pour c'est un gros clairement que budget. je vais voir un Star Trek, on est dans la toute petite salle. Hein, Ouais. Et le premier jour. Hein. Donc ça, au moins, voilà quoi. Donc on arrive au. Je pense que tu es d'accord, le meilleur de la Next Generation. Ah ouais. Alors, Voilà. la main. Donc First Contact, premier contact, qui fait référence donc à un épisode double de la série télé, donc Avec les où il rencontre les Borg, les Et non pas les Gorgs, ça c'est dans les Fraggle Rock. Hein. Attention. exact, Pas pareil. les grands ennemis donc de Star Trek Next Generation. Ah, Alors, les meilleurs méchants. pour de- vous rappeler vite fait, parce que je pense que tu n'as pas dû voir du fait Non. l'épisode en question, donc je crois que c'est le meilleur des deux mondes, ça s'appelle The Best of Both Worlds, Oui, et en donc- 2 parties, je crois. en 2 parties de toute façon, puisqu'il est à cheval entre 2 saisons, tu sais, le fameux cliffhanger Ah, fin de ouais. saison, voilà. Et donc dans cet épisode, Picard, Picard, comme les surgelés. voilà, Picard est donc capturé par les Borg et borgifié, quoi. Il devient un Borg. Alors, Ah, le pauvre. je vous dis vaguement ce que c'est qu'un Borg. Donc, en C'est fait, compliqué. les Borg, si, Ah, tu, c'est si compliqué, tu hein. veux, c'est. Je sais pas s'il y en a un à la base, il a dû y en avoir un à la base. Enfin, toujours Ah, est-il. ça. Toujours est-il qu'en fait, les Borg sont des anciens d'une autre race. En fait, ils prennent les autres races et Ils s'assimilent, comme ils disent. ils les assimilent et donc ils les transforment en Borg. D'où le fait qu'ils vont faire ça avec Picard. C'est presque un mélange de zombies et de robots, c'est Voilà. c'est bizarre. Hein. Je sais Et pas comment donc, ça fonctionne. et donc, du coup, ils intègrent le collectif et donc du coup, Ils ont un esprit collectif et il y a une reine Voilà. au-dessus en fait. la t'as reine un des seul mode de Borg. pensée, quoi. Tout le monde est dans la tête de tout le monde et puis ce sont des robots zombies, oui, en gros, c'est ça l'idée. Et donc, Picard va devenir un Borg, il va donc avoir le nom de Locutus. Le Kittis. Ce qui est pas mal parce qu'en général les Borg ils se dénominent plutôt par des numéros. Hein. Donc il a eu un traitement de faveur parce qu'auparavant il y avait un Borg effectivement qui a été recueilli par l'Enterprise et il leur avait donné un nom aussi, il l'avait appelé Lou. Donc tu vois, donc ils essayaient un petit peu de lui donner une conscience personnelle, tu vois, pour essayer un petit peu de faire un virus dans le collectif. Pour un petit peu contre le truc. Donc, voilà. Et donc il avait réussi à s'en échapper, machin, mais il restait quand même des petits machins. Donc du coup c'est ça, donc ils essaient un petit peu de récupérer Locutus, de s'en servir, tout ça. Et donc surtout, pourquoi premier contact? Parce que le premier contact c'est tout simplement le premier contact entre les Vulcains et les Terriens. En 2063. Ah bah tu vois, je t'aurais Après la troisième guerre je ne me mondiale. serais pas rappelé aussi bien, mais bon tu l'as vu il n'y a pas longtemps en même temps. Oui, c'est pour ça. Donc, voilà. Et donc l'idée des Borg, parce qu'ils sont en train de perdre dans un grand combat du début du film, ils voyagent dans le temps, donc encore une fois, et donc ils veulent empêcher le premier contact donc, entre les Vulcains et les Terriens, parce que les Vulcains ont quand même amené le moteur de distorsion et ont permis en gros à la Voilà. Fédération de se faire et de pouvoir après visiter les étoiles. Voilà. Et donc ils découvrent donc Zefran Cochrane, qu'on avait déjà vu aussi dans la série classique, et qui était donc le Terrien qui a permis le premier contact, c'était le premier à serrer la main à un Vulcain et tout le tralala. Qui Après, dans le film est joué par James Cromwell. qui a fait d'autre? Bah, c'est le berger dans Babe, les deux Babe. Tu sais, le film avec le Effectivement, petit c'est pas cochon. trop mon truc. Il a joué dans Ed Confidential, dans La Ligne Verte où il fait le directeur de la prison. C'est un second rôle qu'on voit souvent. C'est un anglais, je crois. On voit souvent qui a été récupéré par les Américains. Voilà, on le voit souvent. On l'a vu dans iRobot, je sais pas si tu l'as vu. Il Oui, fait l'inventeur très des bien. robots là qui se fait assassiner, le vieux là. C'est James Cromwell, c'est lui. D'accord. Voilà. Alors, parlons de First Contact pendant que j'ouvre à mon chat. Alors, First Contact a un point commun avec À la recherche de Spock et Retour sur Terre, c'est qu'il a été réalisé par un des acteurs de Star Trek, Next Generation, ça se voit, Jonathan Frakes, qui joue donc Will Riker, voilà. le poilu, le barbu là. Voilà. Pour la petite histoire, il n'était pas barbu dans la saison 1. Ah oui, on fait souvent des plaisanteries sur sa barbe d'ailleurs, dans les films. Qui après a réalisé, réalisera un autre Star Trek et Et surtout- les Sentinelles de l'air. voilà, dont tout le monde se souvient. Enfin, peut-être... De triste mémoire. De triste mémoire, voilà. Et alors, c'est vrai que, comme tu disais, Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est un Vulcain. C'est c'est le meilleur Attends, je me trompe pas. Des quatre films Next Du Docteur Generation. March. Non, Parce que il y a tout un aspect film d'horreur quand ils sont dans le vaisseau. En fait, les Borg, à un moment, ils se sortent de leur vaisseau parce que, bien sûr, Kirk, Il va exploser. il fait exploser leur vaisseau. Ils se Non, Picard, toi aussi t'as fait cœur. C'est à cause de Un toi. partout. Alors, parce que, bien sûr, ils sortent un peu ses griffes. Parce Faut que, pas me tenir. parce que donc Picard, bien sûr, il les poursuit en 2063, mais il fait exploser leur vaisseau. Mais ils se sont téléportés dans le vaisseau de Kirk, il le sait pas. Et Non, Picard. ouais, Picard. Comment faire 2-1. Picard. Voilà, et Donc dans le nouvel Enterprise, le E en ils arrivent plus. à se téléporter. Pour la petite histoire, vite fait, pendant que je t'interromps. Dans la série classique et dans le premier film, tu as l'Enterprise.
après, dans Star Trek 5, à la fin du 5, c'est ça, je dis pas de bêtises, ils ont l'Enterprise A. Ouais. Ensuite, il y a l'inauguration de l'Enterprise B dans Génération. Oui, parce que dans un des films, Kirk fait exploser l'Enterprise. Hein. Voilà. D'ailleurs, ça Je vais pas a le le dire, niveau mais voilà. d'être saqué par la hiérarchie, parce qu'il ne faut pas faire ça, apparemment. Ouais, il n'y a pas que ça qu'il avait Oui, fait, parce qu'il fallait désobéit pas. souvent, Kirk. Oui, il a désobéi pour aller sur Genesis, il n'avait pas le droit. Bon, bref, on va pas vous dire Mais tout le Kirk, truc. lui, de toute façon. Donc, dans Star Trek Next Generation, ils sont sur l'Enterprise C. Next Generation, ça se passe 80 ans après le classique. Avec Picard, hein. Voilà. Et c'est ça. Non, je dis encore des conneries. Non, ils sont dans l'Enterprise D, voilà. Et dans un épisode, l'Enterprise viendra de demain, ils tombent sur l'Enterprise C, qui avait eu une grande importance pendant une guerre avec les Klingons, et qu'en fait c'est grâce au sacrifice de l'Enterprise C et de son équipage que la paix a pu être faite entre les Klingons et la Fédération. Voilà, donc c'est important. Voilà. Et donc, dans les films, c'est l'Enterprise E. C'est là où je voulais en venir. Continue. Donc je disais, les Borg arrivent à se téléporter dans l'Enterprise et ils essayent d'assimiler petit à petit le vaisseau et son équipage. Et alors il y a presque une ambiance de film d'horreur, moi je trouve, dans ce film. C'est assez sombre, c'est le plus sombre des films, moi je trouve. Hein. Il est vraiment... voilà. Puis alors il y a toute la deuxième partie qui se déroule sur la Terre de 2063 avec Geordi et Riker qui essayent d'aider... j'oublie toujours son nom, le scientifique là. Comment tu m'as dit? J'oublie son nom. Ah, je sais plus de qui tu me parles, le scientifique. Bah, celui qui a... Zefran Cochrane. Zefran Cochrane, j'avais oublié. Qui l'aide à parachever son moteur de distorsion archaïque. Parce que bien sûr, les Borg l'avaient bombardé pour pas que le premier contact ait lieu. Parce qu'en fait, les Vulcains, ils passaient par là, ils allaient en week-end, tu vois, et ils ont vu tout d'un coup que les Terriens avaient réussi à atteindre la vitesse de la lumière. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des Terriens, mais pour eux, c'était des primitifs. C'était la merde, ils sont à l'âge des cavernes, et donc ils ont dit putain, ils ont le moteur à distorsion, pas mal. Donc voilà. Et donc, il y a dans cette deuxième partie, donc c'est comme Star Trek 6, il y a deux parties dans le film. Et c'est un film donc assez sombre, qui est très bien réalisé par Jonathan Frakes, moi je trouve. Oui. C'est peut-être un des meilleurs après le 6 et le 2, c'est même le troisième meilleur film. Oui, disons-le. Qui avait connu un gros succès à l'époque et un gros retentissement critique d'ailleurs. Il y a même un critique américain qui n'était pas spécialement fan de films de SF, qui avait dit à la fin de l'année 96 dans son bilan cinéma, c'est un des 10 meilleurs films de l'année. Alors c'est un peu la reconnaissance par la critique officielle de Star Trek. Bon, malheureusement après ça va retomber un petit peu avec les deux films suivants, ils sont de moindre qualité. Sinon, dans Star Trek Premier Contact, on revoit un hologramme. Le docteur, là, comment il s'appelle? Ah oui, je sais plus le nom, mais c'est l'hologramme de médecine qu'il y a sur Voyager. J'en parle parce que cet hologramme est joué par Robert Picardo. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais ceux qui sont fans et habitués des films de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, le connaissent bien. Il joue dans beaucoup de ses films. On l'a vu dans Hurlement où il joue le rôle de Eddie, c'est pas toi, le fameux loup-garou avec des cheveux longs. Merde. Je te jure, ça me fait quoi? Ça me fait peur. On l'a vu dans Gremlins 2, c'est lui qui finit avec la femme de Gremlins à la fin. Dans Panic sur Florida Beach, il joue le directeur d'un cinéma. Dans L'Aventure intérieure, c'est lui qui joue le cow-boy. Donc on le connaît un petit peu. Et pour Stargate Atlantis, c'est le capitaine la saison 5. Et lui il a perdu ses cheveux d'un coup, hein. C'est marrant, il y a des films il a des cheveux et tout d'un coup, pouf, il est chauve. Voilà. Et il y a Dwight Schultz aussi dans Premier Contact, j'ai vu. J'ai vu ça au générique. Oui, parce que figure-toi qu'encore une fois, c'est un personnage semi-récurrent, de Next Generation. C'est Barclay. C'est des hologrammes en fait. C'est Barclay. Et en fait, Barclay, c'est un mec qui est trop timide, qui est introverti et qui passe toute sa vie dans le holodeck. Donc le holodeck, c'est la salle dans laquelle ils ont... comment dire ? Ils peuvent vivre tout ce qu'ils veulent dans un environnement 3D comme s'ils y étaient, donc ils peuvent se prendre pour tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, Data aime bien se prendre pour Sherlock Holmes. Oui, il y a un épisode, je sais que tu me l'avais plusieurs même. Puisqu'ils affrontent même Moriarty, qui lui veut sortir de l'holodeck. Oui, parce qu'il a été juste créé par c'est un programme d'ordinateur, donc voilà. Je vous l'ai mis ça dans le toi qui t'y connais sur le truc Sherlock Holmes, donc voilà. Et donc Dwight Schultz qui est bien sûr Looping de l'agence Touriste, pour ceux qui ne voient pas qui en cause. Donc voilà. Et donc c'est un personnage semi-récurrent encore une fois de Next Generation, donc c'est normal qu'on le voit. Et comme ces deux hologrammes, enfin c'était des personnages un peu cultes de la série Next Generation, ça a plu aux fans. Ça, voilà. C'est un petit clin d'œil à destination des fans. Voilà. De toute façon, en gros les films de Star Trek sont surtout faits pour les fans, c'est surtout eux qui vont les voir, hein. C'est moins les gens lambda on va dire. Oui, en France il n'y a personne qui va. Et en France personne n'y va. Bon, en 98, Star Trek Insurrection. Toujours réalisé par Jonathan Frakes. Qui là aussi en fait reprend une trame vue dans un épisode de Next Generation. Là ils sont pas fait chier. Donc en fait
C'était quoi comme épisode? C'était. Je me rappelle plus exactement Bon, l'épisode, c'est pas mais bon, c'est pareil, parce que t'as la prime directive dans Star Trek qui est interdit d'interférer dans l'évolution des planètes dites primitives. Hein. Faut pas leur montrer la téléportation et compagnie s'ils ne Ils les sont pas observent, encore ils là. sont cachés. Voilà, ils sont cachés. Et donc c'est ça qui va se passer donc dans l'insurrection. Mais le problème, c'est que la planète sur laquelle donc ces primitifs habitent, elle a des pouvoirs régénérateurs. En fait, C'est-à-dire que les gens ils vivent plus longtemps, ils vieillissent pas. Ouais. Et ça a des conséquences. Alors ça va avoir des conséquences sur les membres de l'Enterprise. Donc bien sûr, tu as Picard, Riker qui vont devenir un peu plus, comment dire, un peu plus juvéniles dans leur, qui vont tomber amoureux d'ailleurs. Ouais. Riker d'ailleurs, ça va se finir par un mariage dans le film suivant, mais ça c'est, faut peut-être pas le dire, je sais pas. Mais ça couvait depuis longtemps dans la série. D'ailleurs, il se rase la barbe pour paraître plus jeune dans Insurrection. Ouais. Et il dit à un moment, aussi lisse que des fesses d'Android et Data touche, et il fait non. Voilà, c'est le petit truc humoristique. Petit truc d'humour. Il y a Jordi qui va retrouver peu à peu l'usage des yeux. l'usage des parce yeux. qu'il est aveugle, Ça donne rappelons-le, une avec son viseur. très belle séquence, je trouve. Mhm. Alors bon, c'est pas le meilleur. Alors pour finir sur le scénario, donc comme vas-y. les extraterrestres donc, qui habitent sur cette planète peuvent rajeunir, il y a d'autres extraterrestres qui aimeraient bien profiter Les saunas. voilà, de ce pouvoir de régénération parce que eux, J'adore ce nom. ils sont fans de la chirurgie esthétique. Oui, parce qu'ils ont un lien, vous verrez. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc en fait l'idée ça Alors- serait de déporter les autochtones pendant leur sommeil, les foutre sur une autre planète qu'ils n'ont rien à foutre pour pouvoir prendre possession de cette planète qui a des vertus curatives. Voilà. Là, je viens de Et à noter que le chef des saunas des méchants est joué par F. Murray Abraham. Et que tu connais, sans le connaître. Même on C'est reconnaît lui, pas trop avec le c'est l'assassin de Mozart. Dans Last Action Hero. Ah, Celui qui s'appelle l'assassin de Mozart, qui jouait Salieri dans Amadeus, justement, voilà. d'accord. Qui est surtout connu pour ses deux rôles. Hein. Il a fait des seconds rôles minables dans des films de seconde zone. Mais voilà. Et son bras droit, on va dire, est joué par Greg Henry. Alors là, bon, pour les spécialistes des films de Brian De Palma, il jouait dans Body Double, où il faisait on va dire le type qui proposait un appartement au héros, mais bon, ça, faut connaître. Donc, des fois, il y a des acteurs qu'on connaît mais bon, là, ils sont bien maquillés, on les reconnaît pas, faut vraiment le voir au générique. Moi, au générique, j'ai vu Greg Henry, j'ai fait, tiens, je l'avais pas Mais parce que reconnu. tu fais partie des gens qui ne s'en vont pas en courant dès que le générique apparaît, Ah bah non, et mais qui j'aime même bien le lisent. Ah non, mais Eh ouais, hein. voilà. Donc, Insurrection, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. C'est sympathique. On va dire que c'est un joli film. C'est assez émouvant, c'est bien fait, c'est frais, bon. Ouais, voilà. Mais il a fait une petite contre-performance au box-office, mais pas méchante, enfin au box-office américain, parce qu'en France, bien Ah ouais, sûr, ouais. ça fait 3 entrées, c'est bon. Et ils ont mis 4 ans à refaire un film. Ouais. Donc Nemesis. En 2002, donc. Et qui est mal tombé parce qu'il était en concurrence frontale avec plein de gros blockbusters. Parce que normalement, qui ont fait, à la fin d'Insurrection, ils avaient plus envie d'en faire. Ouais. Et puis c'est un jour, Brett Spiner qui joue Data, il a rencontré un scénariste qui s'appelle John Logan. John Logan qui est scénariste de Gladiator, d'Aviator, de plein de gros films hollywoodiens. Tout en or, musclor. Et puis ils ont parlé, il parlait de son rôle dans Star Trek. Logan a dit ça serait bien que vous en fassiez un. Et puis ils ont discuté d'un traitement de l'histoire. Ils ont été revoir le producteur Rick Berman, producteur des précédents films Next Generation et de la série Next Generation. tout, quoi. Celui que Gene Roddenberry avait adoubé comme son fils spirituel. Voilà. Et ils sont mis à 3 pour écrire un traitement original. Berman a dit allez banco, on le finance, on va voir la Paramount. Et puis ils ont fait Star Trek Nemesis. Alors, qui est réalisé par Stuart Bird. Donc c'est plus Jonathan Frakes. Alors Stuart Bird, il est surtout connu parce que c'est un monteur. Il a monté les films de Richard Donner. Un monteur, hein, pas un menteur. Un monteur, il monte les images, il assemble. C'est faut faire simple pour les néophytes. Hein. Donc il a monté la plupart des films de Richard Donner, à savoir la série des Armes Fatales, La Malédiction, Superman. Il a monté aussi Demolition Man. Enfin bon voilà. Il est monteur de formation. Et avant Nemesis, il avait réalisé 2 films. Ultime Décision, je sais pas si tu l'as vu. J'ai entendu parler. Kurt Russell avec Steven Seagal, qui est un bon film d'action. Ouais, parce que Kurt Russell disparaît dans les 5 premières minutes du film. Non, C'était ça l'idée. non, c'est Seagal qui. Non, c'est Seagal qui disparaît dans les 5 Mais c'est un bon film. Et malheureusement, 2 ans plus tard, US Marshal, la suite du Fugitif, qui est sans être non plus une purge totale, bon, est pas franchement terrible, quoi. Et là, donc, c'est son 3e film en tant que réalisateur. Donc pourquoi lui, je sais pas, c'est comme ça, c'est tombé sur Stuart Bird. C'est ceux qui étaient dispo. Voilà. La musique, bon, c'est Jerry Goldsmith, je l'ai oublié de le signaler depuis Premier Contact, mais il en avait déjà fait avant. Il avait fait le premier film, en 79, et le Star Trek 5. Et alors Jerry Goldsmith, c'est... vous cherchez sur Wikipédia, vous verrez tous les films qu'il a mis en musique. C'est trop long pour il nous a quitté en 2004, mais alors il a une carrière, c'est hallucinant, quoi. Donc, au casting. Alors, non, alors tu parles-nous de l'histoire peut-être avant le casting.
Bah, bon. l'histoire, en gros, il y a un clone de Picard, quoi. Ouais, qui est joué par Tom Hardy. On le connaissait pas à l'époque, Tom Hardy. Ah bon, Tom tu le Hardy. connais maintenant. Bah, vous l'avez vu cet été dans le dernier Batman, il joue Ben. Ah ouais. Il joue déjà un Bah, méchant on chauve il y a voit, 10 ans, mais moins musclé, on va dire, hein, beaucoup moins musclé. Ouais. Ouais. Et il y a Ron Perlman qui joue son bras droit, le vice-roi, le fameux vice-roi des Rémiens, donc. Ron Perlman, c'est Hellboy, qu'est-ce qu'il appelle la bête? Ouais, les 7 Enfin, lui, il faisait mercenaires, la la bête. série. Il faisait la bête. Hein. Ouais. Et si, dans la guerre du feu, dans la cité des enfants perdus, on a l'habitude de le voir. Voilà. Ouais, il a un visage bien carré. Donc il y a un clone, qui c'est qui a cloné Picard? C'est les Rémiens. Et Ouais, qui sont les Rémiens? Ce sont les extraterrestres que les Romuliens ont spoliés. Ah, C'est-à-dire que, parce que, bon, alors, on vous l'a dit, les Vulcains, parmi eux, il y en avait qui voulaient vivre leur vie pleinement avec leurs vivre émotions. leurs tout émotions. ça. quoi. Et les Vulcains, ils ont dit dehors. Ouais, Alors, en gros, c'est devenu les Romuliens, ceux qui sont partis, ils sont installés sur une planète. Alors, il y a deux planètes, Romulus et Rémus. Ouais. Ces deux planètes étaient habitées par ce qui va devenir les Rémiens. Ils sont pas très beaux. Hein. C'est un peu comme les Klingons. Ils sont moches. Ils vont les chasser, ils vont en faire leurs esclaves, voilà, tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a un certain, on va dire, ressentiment de la part des Rémiens vis-à-vis des Romuliens. Mais il y a un des Romuliens qui est du côté des Rémiens, donc c'est Shinzon. Mais alors c'est un Romulien qui est un peu particulier vu que c'est un clone de Picard. Mhm. Parce que les Romuliens avaient cloné Picard dans le but d'un complot, je crois, en fait, pour Ouais, je sais le pas, remplacer. En fait, c'est pour le remplacer, quoi. Bon, c'est ce qu'ils expliquent dans le film. Quoi. Oui. Et donc lui, il va faire venir l'Enterprise parce que lui, il veut prendre la place de Picard. Voilà. Pour ensuite foutre le bordel dans la Fédération, Ouais. comme d'habitude, quoi. Alors, moi, Mais c'est clone de Picard, mais il lui ressemble pas. Hein. oui, parce que c'est Ouais, Picard c'est jeune. ça. C'est Picard jeune. Et Ouais. après, il y a une opération qui doit le C'est faire pas la vieillir. Picardie ni Picardo. Ils ont le même nez. c'est Ouais, Picard. ils sont chauves, mais c'est pas voilà. Alors pour moi, c'est le plus mauvais, quoi. La pire génération, faut y aller quand même. Je crois, ouais. Parce qu'il y a un très bon point de départ. Mais qu'est-ce que c'est mou! Mais c'est mou, c'est un film de vieux, quoi. C'est Bah, et quoi, quand il y a des vélocités exagérées, là. Oh là là, mais c'est une catastrophe, quoi. Alors Stuart Bird, qui était pourtant un excellent monteur, là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est mou, quoi. C'est un film de papy, bon, c'est pas une purge totale. Parce que ça se réveille à la fin. On va pas le dire, mais il y a une fin super belle, pour tous les fans de Star Trek. Surtout de la série Next Generation. Donc ça se réveille un peu à la fin, bon, mais moi ça m'a pas sans plus, quoi. C'est vraiment pas mon préféré. Hein. Je crois que c'est celui que j'aime le moins. Ah ouais. Puis c'est sentencieux, il y a des longues répliques avec Shinzon là, quand il explique son plan, comme ça. Ouais. J'aime pas quand les méchants font ça, mais ça plombe le film. On s'en fout. Voilà. Il y a Whoopi Goldberg qui revient au début d'ailleurs. Ouais. Parce Et, qu'au début, il y a aussi John Howey qui fait une petite apparition. Oui, sur, parce qu'il y a un mariage sur entre des membres de l'Enterprise. De l'Enterprise. Ouais, on dira pas qui. Voilà, on dira pas qui. Alors, bon, je sais pas, t'as rien d'autre à dire sur ce film? Juste qu'il y a une fin alternative. Ah, je sais Donc pas. du coup, bah oui, c'est pour ça que je t'en parle. Je l'ai pas regardé. Et la fin alternative, en fait, c'est un truc tout con, hein, mais il y a Picard qui s'assoit sur son siège et donc il y a un des gars qui est avec lui, un petit nouveau qu'on connaît pas, mais je crois que c'est qu'il est interprété par quelqu'un de connu, mais je me rappelle plus qui. Ah bah merde. Et qui je montre, sais pas. je voudrais vous montrer les dernières modifications qu'on a mis sur votre siège. Et donc en fait, ils sont décidés à mettre l'équivalent de la ceinture de sécurité, quoi. Et mettre un truc qui, il était temps. Donc juste pour la blague, hein, c'est marrant, mais voilà. il Alors était temps. Nemesis n'a pas du tout marché au cinéma aux États-Unis. Ouais. Alors faut dire qu'il est sorti face à de très très grosses machines à l'été 2002 qui ont cartonné. Alors il y avait Minority Report, Man in Black 2, il y avait Le Signe de Shyamalan qui a fait un énorme carton au box-office cet été-là. Et ça avait commencé avec Spider-Man d'ailleurs au mois de mai ou de juin. Donc c'était pas la bonne période. Le problème c'est que les 3 précédents films Generation étaient sortis vers Thanksgiving au mois de novembre. Pour éviter la concurrence des grosses machines. Là, ils l'ont sorti en plein été. On peut se dire, mais pourquoi cette fois ils ont fait ça? En fait, c'est parce que ils ont dû avancer la date de tournage, parce que parallèlement, Stewart faisait le professeur Xavier dans X-Men, et X-Men 2 était programmé pour le printemps 2003, même pas mars 2003. Et donc il fallait pas qu'il soit à l'affiche en même temps. Voilà, et donc ils l'ont fait plus tôt, ils l'ont sorti plus tôt, mauvais calcul, et le film n'a pas eu de très bonne critique, les fans globalement ne l'aiment pas trop. Et donc ça signait un peu la fin. c'est le dernier film avant le reboot. Alors on a oublié, chemin faisant, de revenir sur le capitaine Ahab. Ah, dans Premier Contact. Voilà, dans Premier Contact. Il y a un moment, bon on va pas raconter la scène en détail, mais il y a un moment où Oui, il est question de faire péter l'Enterprise pour faire péter les Borg avec, quoi. Voilà, et il y a un des personnages, alors Picard il veut pas, hein. Ah, mon vaisseau c'est comme Kirk, il est possessif, Voilà. c'est un peu sa femme, hein, son vaisseau. Hein.
Et un personnage qui lui fait ah mais vous êtes comme le capitaine Ahab qui est obsédé par sa baleine, prêt à sacrifier son vaisseau, ses hommes et tout ça. Et alors il faut savoir que quelques mois après Star Trek Premier Contact, Patrick Stewart a joué le capitaine Ahab dans un téléfilm Moby Dick. Voilà. Mais c'est le hasard. C'était pas dans Premier Contact, ils n'ont pas fait un clin d'œil pour ce qu'il allait faire après, il le savait pas. Juste après le tournage, il a été engagé, c'est un hasard. Voilà, mais ça tombait bien. Ça tombait bien, voilà. C'est un bon téléfilm d'ailleurs, ce Moby Dick. Ouais, sympa. Ouais. Sans égaler le chef-d'œuvre de John Huston avec Gregory Peck, ça reste un bon téléfilm et Patrick Stewart est un très grand acteur. Mais il y a des sortes de téléfilms, il y a les Voyages de Gulliver, il y a Merlin avec Samuel. On n'en fait plus de ça. Non. Bon, alors, et donc du coup, Rebooter commence à zéro et là on raconte en fait la jeunesse de Kirk, Spock et tout le tralala. Mais pas que. Donc en fait ils ont fait un habile mélange en fait parce que à la fois c'est le passé des personnages et à la fois ça diverge pour ouvrir sur d'autres horizons et pas forcément sur ce qui s'est passé. Oui, parce qu'ils sans vous dévoiler l'histoire, ils vont créer un univers parallèle en fait. Voilà. Pour que ça reste logique en fait. Et dedans on a Leonard Nimoy qui joue donc Spock qui voyage dans le temps et qui revient et qui se voit plus jeune, donc interprété par comment il s'appelle Leonard Nimoy? Non, Spock jeune. Ah je sais, c'est celui qui joue dans Heroes là. Ouais, celui qui joue dans Heroes là, qui fait Sylar, là j'ai un trou. Mais bon vous le savez sûrement. Zachary Zachary Quinto, ouais, un truc comme ça. Ah j'ai oublié. Donc voilà, entre autres, puis alors les autres acteurs, je les connais pas spécialement. Comment il s'appelle déjà celui qui fait Kirk, je sais pas. Chris Pine, voilà. Si on l'a vu dans Unstoppable en 2010, le film avec le train fou, qui est le dernier film réalisé par Tony Scott juste avant qu'il fasse le grand plongeon cet été. On salue sa mémoire. Ouais, bah les autres acteurs, si celui qui joue Scotty, c'est comment s'appelle-t-il? Simon Pegg. Oui, je connais lui, mais l'anglais qu'on a vu dans Shaun of the Dead et Hot Fuzz. C'est pas là que je l'ai vu moi, alors je l'ai vu où? Ah, t'as dû le voir dans Tintin, il joue un des deux Dupont avec son comparse Nick Frost. Mais comme ils sont virtuels, c'est. Je pense pas que j'ai pas la peine. Bah oui, mais je sais pas. Si, dans une série de SF britannique, j'ai oublié le nom. Dwarf, là, comment ça s'appelle? Red Dwarf? Red Dwarf. Non, c'est pas là non plus que j'ai regardé. C'est pas là, c'est pas. J'aime pas ça. Bah alors. Ah, je sais pas. Mais moi j'ai vu sa tête quelque part, mais impossible. Bon, bah, ta tête croise au supermarché, tu sais pas. Oui, non, ça m'étonnerait quand même. Celui qui fait Sulu, il a joué après dans Le Frelon Vert, qui est une grosse merde à mon sens. Comment il s'appelle? Oura. Moi je l'ai pas vu. C'est Zoé Saldana. Ah bah si, c'est celle qui fait la Navy dans. La Navy, pardon, pas la Navy. La Navy dans Avatar. Je sais pas comment elle s'appelle, le personnage féminin principal. Quoi. Ah ouais, non, je pense que ça m'a pas marqué. J'ai oublié, on n'est pas des gros fans d'Avatar. Non. Je sais plus comment. Voilà. Et puis il y a aussi un petit caméo de Winona Ryder qui joue la mère de Spock, Amanda Grayson. Voilà, il faut la reconnaître. Hein. Ouais, elle a pas un temps de présence faramineux, voilà. Donc bah, c'est un très très bon film. Ouais. Même si par moments ça fait quand même un peu épisode de série télé de luxe. Hein. Ça manque d'une vraie vision de cinéaste, moi je trouve. Donc il est réalisé par J.J. Abrams, qui est le créateur de séries comme Alias, Lost, mince, c'est la troisième, là j'en oublie toujours une. Ah, je sais pas. Fringe. Où il y a déjà aussi des histoires de voyage dans le temps, de monde parallèle. Ouais. Ça c'est bon, voilà pour la petite histoire. Donc pour la petite histoire, toujours, J.J. Abrams, lui, n'est pas spécialement fan de Star Trek, mais via sa société de production, il voulait produire un reboot. Les deux scénaristes, Roberto Orci et Alex Kurtzman, qui ont l'habitude de bosser avec lui, ont pondu un excellent scénario. Et quand Abrams l'a lu, il s'est dit ah, je vais le réaliser. Allez hop. Donc juste avant, il avait juste réalisé pour le cinéma Mission Impossible 3. Hein. Et après, il a fait Super 8, qui est sorti l'été dernier. Voilà, donc le méchant joué par Eric Bana, à signaler, qui jouait le Hulk dans le film de Ang Lee, joué dans Munich, dans plein de films aussi. Et dans 3. Dans 3, oui, il est excellent d'ailleurs. Ouais. Et aussi dans un film qui s'appelle Hors du temps. Un film, une histoire de voyage dans le temps. C'est un homme, en fait, il a un pouvoir, il voyage dans le temps, et malgré lui, il voyage dans sa vie, quoi. C'est un très bon film. Ah, faut que je vois ça. Hors du temps, tout ce qui est temporel, moi ça me plaît. Ah, celui-là, il est vraiment bien, c'est étonnant, ouais. Donc voilà, il y a des acteurs connus. Donc, et pour les fans de Star Trek, c'est très très bien, franchement, parce qu'on est allé avec une appréhension. Et franchement, il y a beaucoup d'énergie. Bon, là pour une fois. Plein de références au Kobayashi Maru, tout ça. Les effets spéciaux sont top, parce que bon, ils sont plus récents. Voilà, bah ça c'est un bon film, ouais, voilà. On avait un peu peur avec un reboot, on se dit toujours, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça va être nul, ils vont rajeunir les gens, les personnages, ils vont mettre des adolescents à la con comme ils font souvent. Ah non, là ça passe. Non, c'est un bon reboot, contrairement à Amazing Spider-Man, c'est une grosse merde. Voilà, et donc il y a une suite en préparation qui sortira l'année prochaine,
qui s'appelle, pour l'instant, le titre de travail, je crois, c'est Into the Darkness ou Into Darkness. Ouais, Donc un truc qui sera un peu plus sombre. Et alors on va faire encore une pirouette sur Sherlock Holmes. Le méchant sera joué, dont on ne sait pas l'identité, sera joué par l'acteur Benedict Cumberbatch que vous connaissez. C'est lui qui interprète Sherlock Holmes dans la nouvelle série Sherlock. Sherlock. Voilà, excellente série que je vous conseille d'ailleurs. Donc on tombe toujours sur Sherlock Holmes d'ailleurs. Décidément. Voilà. Donc voilà, bah, ça tombe bien parce qu'on a presque fait 1 heure pile poil. On est bon. Ah ouais, quel talent. Hein. Donc voilà, donc pour conclure, donc tes préférés que tu conseilles pour toi qui est hors Star Trek, on va dire. Bah alors Star Trek 2, la colère de Khan. Bon, on est obligé de conseiller le 3 alors, parce que comme c'est la suite Ouais, il directe, faut voir 2, 3, 4 parce que c'est un tout. Mais le 3, faut le voir uniquement parce que c'est la à la suite limite, du 2. t'as un résumé au début du 4, au pire, si tu veux vraiment pas te taper le 3. Ouais, voilà. Parce que le 3, il est à voir parce que c'est uniquement la suite du 2. Sinon, Voilà. sinon stricto sensu, les 3 meilleurs, c'est Star Trek 2, la colère de Khan, Star Trek 4, retour sur Terre, et Star Trek Premier Contact, ainsi que le reboot. Et 6. Et Star Trek 6 Star T'allais Inconnu. l'oublier. Oh Dieu, je l'ai oublié celui-là, Star Trek 6 Star Inconnu. Voilà. Et puis le reboot aussi, mais ça c'est une autre. Et moi, en tant que fan de Star Trek, les mêmes. Alors tu vois, comme ça, il n'y a pas de problème. bah voilà. Là, que ça Et le soit pire, toi, fan c'est ou- Generations. Le pire, c'est Génération, Là- oui, c'est clair. Pour moi, c'est plutôt Nemesis. Mais ça, voilà. Bon, ben. Bah, live long and prosper. Hein. Ça, je sais pas faire, je sais pas faire. Longue vie et Je- prospérité, je jeune sais Vulcain. Et on se retrouve la prochaine fois, ça sera pas un Ars Narf. Nigo! Voilà. Déportation.